Vas-y. Super. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être présent en grand nombre. Aujourd'hui, on est très content qu'on puisse commencer cette nouvelle session de Mercredi Recherche avec un professeur qui a un long historique d'excellence en recherche. Le professeur Abdoulaye Baniré Diallo est titulaire d'un doctorat à l'Université McGill qui est sur les méthodes d'apprentissage automatique en bioinformatique. Vous avez ensuite complété un postdoc au laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle au MIT avant de devenir co-chercheur au Broad Institute qui est aussi au MIT et sous Harvard. Vos travaux de recherche ont été soulignés par de nombreux prix, notamment le Next Einstein Fellowship pour la période 2017-2019, qui a établi votre position comme un des grands chercheurs d'origine africaine. Vous avez aussi fondé la startup MIPS, My Intelligent Machines. Vous êtes aussi professeur adjoint depuis 2007 et professeur régulier depuis 2023. Puis maintenant, je veux juste mentionner, si j'ai fait cette longue présentation, c'est vraiment pas par flagornerie. C'est vraiment parce qu'aujourd'hui, on a une chance d'avoir un exemple qu'on peut combiner à la fois engagement social au travers de votre recherche, entrepreneuriat et intérêt scientifique. C'est possible on n'a pas besoin de comme choisir, on peut tous les mélanger ensemble. Voilà, la quadrature du cercle. Hein? C'est la quadrature du cercle. Quadrature du cercle. Oh, c'est ça. Au fait, lorsqu'ils m'ont invité pour venir présenter ici, j'ai demandé c'était pour quel objectif. On m'a dit, ah mais non, il faut venir parler aux étudiants de premier cycle qui font le baccalauréat pour les convaincre de faire de la recherche. Et voilà. C'est une avenue intéressante. J'ai sauté sur l'occasion parce que ce qu'il a oublié de dire, c'est que j'ai fait mon bac ici. Donc, j'ai fait le même bac que ceux qui sont au baccalauréat en informatique et génie logiciel ici. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que vers la fin de mon baccalauréat, j'ai eu des professeurs qui m'ont demandé de faire une petite activité de recherche avec eux. Donc, à la place d'aller faire le stage coop à l'extérieur de l'UQAM, dans une compagnie. J'étais parti faire des entrevues. Je pense que ça n'a pas bien été du tout. Mais d'aller faire les activités de recherche à l'extérieur, trouver un stage à l'extérieur de l'UQAM, j'ai obtenu un professeur à l'intérieur ici pour faire un stage. J'ai fait un premier stage de recherche. Ce professeur-là, c'était Vladimir Makarenko. Il est toujours professeur au département d'informatique. Il travaille en informatique aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait le stage a permis d'amener une autre curiosité, OK, d'apprendre à résoudre des problèmes qui sont des problèmes, un peu plus de recherche que seulement des problèmes de développement. Donc, à se poser des questions, on a commencé à s'intéresser à des questions qui sont peut-être pour certains d'ordre philosophiques ou très éloignés. C'est qu'on essayait de dater l'ADN ancien à partir simplement des variations de mutations qui existent sur les séquences ADN. Donc, on essaie de prédire l'origine, par exemple, de spéciation de certaines espèces en vérifiant est-ce que la théorie de Darwin s'applique dans quel cas et puis quelles sont les variations. Donc, c'est des questions purement scientifiques. Mais pour y arriver, le problème principal, c'est qu'il fallait utiliser des bases de données qui contiennent des dizaines ou centaines de milliers de séquences. Généralement, des dizaines ou des centaines de milliers de séquences, ça nécessite d'avoir des aptitudes en informatique un peu plus poussées pour pouvoir prendre ces séquences-là. Je vous donne un exemple, le génome humain. Je ne sais pas si quelqu'un connaît sa taille. 3,2 milliards de nucléotides, c'est 3,2 gigaoctets, c'est un seul génome. Si je vous dis d'en comparer 100 ou 1000 en même temps, je pense que vous ne pouvez pas le faire sur vos laptops. Et même si vous aviez accès à un calculateur, il faut vraiment réfléchir sur la stratégie d'organiser ces données-là ensemble pour aller chercher de l'information. Et il y a tout un axe
de recherche important qui est comment faire que les données massives qui sont générées dans ces milieux-là, donc l'ADN, la protéine et d'autres, qui sont des constituants essentiels de la vie, qui sont définissent nous l'humain et définissent les animaux, les plantes et tous les organismes vivants qu'on est capable de collecter, on puisse pouvoir les analyser. Et c'est un enjeu de stockage, c'est un enjeu de traitement de données, c'est un enjeu d'algorithme et c'est un enjeu de savoir-faire pour pouvoir apporter des solutions. Donc, ça a piqué une curiosité. Je suis resté à la maîtrise donc, du baccalauréat. À la fin, j'ai décidé d'aller en maîtrise ici à l'UQAM, toujours avec Vladimir Matakov. Donc, et on a écrit des algorithmes, on a commencé à publier des papiers scientifiques sur des méthodes qui reconstruisent au fait l'histoire évolutive des espèces et qui permettent de les dater lorsque les spéciations arrivaient. Et j'ai continué en thèse à McGill, au lieu de l'UQAM, parce que lorsqu'on est étudiant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez bénéficier des bourses d'excellence pour faire la maîtrise et le doctorat. Par exemple, vous pouvez obtenir une bourse du CRSNG, du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada, ou une bourse FRQ, le Fonds de recherche du Québec, pour pouvoir faire une maîtrise et pour pouvoir faire un doctorat. Donc, lorsque je faisais la maîtrise, j'avais une bourse de génome. Lorsque je suis rentré en thèse, j'avais une bourse du CRSNG. Donc, il y a des moyens financiers qui accompagnent pour pouvoir faire la thèse. En thèse, on s'est intéressé à un autre problème qui est fascinant, c'est que aux États-Unis, ils avaient initié dans les années 90 le projet du séquençage du génome humain. Donc, on voulait savoir tout l'ADN qui constitue un humain, les 3,2 milliards de nucléotides, qu'on puisse les obtenir. Après, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas un seul génome, il y a plusieurs génomes, et qu'il y a beaucoup de variabilité, et puis c'est compliqué, mais bon. Ce projet a évolué jusqu'en 2003, lorsqu'il y a eu une première version de ce génome. Mais également, il y a eu des versions des génomes de plusieurs mammifères. Donc, ils ont séquencé le chimpanzé, le mammouth, une partie de mammouth qui était dégelé a été séquencée, l'éléphant, le tatou, donc un certain nombre d'espèces. Et toute ma thèse de doctorat était de développer des méthodes qui permettent de prendre ces données-là et de prédire, au fait, maintenant qu'on pouvait reconstruire leur histoire évolutive, mais c'était de prédire, au fait, le génome ancestral qui était associé. Utiliser des algorithmes d'apprentissage pour pouvoir faire ces prédictions. Après, pourquoi je vous raconte cette histoire, ça montre un peu la quadrature du cercle de Molière dont tu parles, c'est que au fur et à mesure qu'on développait cela, on se rend compte, OK, mais ce ne sont pas seulement les gros mammifères, il faut s'intéresser aussi à l'évolution des bactéries, parce que lorsque je faisais ma thèse, il y a eu l'éclosion de toute une nouvelle discipline qui est la métagénomie, donc qui étudie les bactéries à l'intérieur des organismes, des gros organismes vivants et leur évolution. Et donc, on se rend compte que c'est des données qui sont beaucoup plus volumineuses et plus complexes que le génome humain à lui-même. Donc, nous avons commencé à développer des méthodes d'analyse de ces microbes-là. Pour quelle raison? C'était un projet, lorsque je faisais mon postdoc, le projet, c'était de pouvoir, au fait,
identifier rapidement quelles sont les souches bactériennes qui sont en train d'éclore dans un environnement qui est censé être stérile. Et c'est quel environnement? En fait, c'est les environnements des astronautes lorsqu'ils sont en voyage, par exemple, dans la Lune ou dans l'espace. Donc, il y avait un projet qui était un projet de surveillance au fait des bactéries qui peuvent éclore parce qu'il y a de la nourriture qui est confinée à l'intérieur et cette nourriture-là peut générer au fait des germes. Et ces germes-là, il faut pouvoir trouver une manière de les identifier. Donc, c'est des problèmes concrets pour les biologistes, mais pour pouvoir les résoudre, il faut utiliser des techniques informatiques, bioinformatiques, pour pouvoir le faire. Bon, après, je suis revenu à Montréal ici, professeur voisin de Mounir, qui est ici, qui est présent au département d'informatique. Et là, je me suis posé plein de questions pour savoir, OK, euh, ces outils qu'on développe, donc des outils qui sont liés à la prédiction, la compréhension des mécanismes de fonctionnement des petites molécules ou des petits pathogènes à l'intérieur de certaines autres. Est-ce qu'on est capable de les utiliser pour résoudre des problèmes maintenant de la vie courante? Et c'est ces problèmes-là que je vais vous présenter qu'on adresse dans le labo depuis un certain temps. En passant, avant d'aller plus loin, je voulais mentionner qu'il y a d'autres collègues dans le département d'informatique qui travaillent, par exemple, en bioinformatique, dont Vladimir Makarenko, qui a été mon directeur à la McGill. Il y a aussi Vladimir Reynars, lui, qui travaille sur la compréhension des mécanismes structuraux des petites molécules. Il est important de noter que à la faculté des sciences ici, on est quand même privilégié d'avoir certains centres d'excellence qui sont dédiés à des activités en santé ou en biomédical qui sont structurantes pour le Québec. Donc, par exemple, le premier, c'est le Centre d'excellence de recherche sur les maladies orphelines. Ici. Donc, ce centre, il est dédié à identifier au fait les patients qui sont atteints de maladies rares. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la problématique de maladies rares. C'est que il y a plusieurs maladies qui ne touchent que très peu de personnes. Donc, lorsqu'ils touchent peu de personnes, il n'y a aucun intérêt du point de vue pharmaceutique de faire la recherche de dépenser 5 milliards pour faire du R&D pour trouver des molécules pour pouvoir soigner ces personnes. Donc, il n'y a aucun traitement qui est mis en place, il n'y a pas de piste d'identification de médicaments. Donc, ces maladies-là sont considérées comme des maladies rares. Mais lorsqu'il y a des maladies rares en général, on sait que la plupart des maladies peuvent être catégorisées parce qu'ils ont peut-être le même mécanisme pour se développer. Les gènes, on sait qu'ils fonctionnent. Généralement, les gènes, on peut catégoriser la façon dont ils fonctionnent. On peut identifier des voies de signalisation. Donc, il y a un centre à l'UQAM qui permet de prendre la palette de maladies orphelines et d'essayer de trouver une stratégie commune pour pouvoir adresser chacune des questions dans la ligne de développement du médicament. Donc, en groupant ces maladies-là ensemble. Et l'un des gros enjeux dans ce processus-là, c'est que vous avez des données génomiques qui sont générées, mais vous avez beaucoup de données d'imagerie qui proviennent des analyses au fait qui sont faites en imagerie au niveau des cellules, qui sont étudiées dans les laboratoires qui sont générées, qui doivent être interprétées par les équipes de politique. Donc, mon labo est responsable de la plateforme bioinformatique
Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend ces données génomiques, on écrit des algorithmes pour pouvoir identifier. Farzaneh, là, c'est principalement qui fait ce travail. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on identifie de nouveaux gènes qui sont associés à un groupe de maladies rares. On identifie de nouvelles mutations, donc des mutations qui sont associées à des conditions particulières. Un exemple typique, on est en train de finir un projet, le papier va sortir bientôt, c'est que il y a une infection virale qui, si vous l'avez, au fait, vous avez les mêmes réactions que si vous êtes épileptique. Or, c'est une infection virale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, souvent, ils font ces crises et, qui ont des réactions de typiquement épileptiques, sont amenés à l'hôpital, on diagnostique une épilepsie et on fait des traitements épileptiques. Or, c'est une infection. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec des équipes de l'Inde ici? C'est que généralement, c'est une maladie rare et, et c'est une maladie qu'on appelle, c'est la maladie des latrines. Donc, des chalets, des toilettes publiques, et ainsi de suite, parce que c'est là qu'on peut choper, au fait, cette infection-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a travaillé avec une équipe en Inde où on a identifié des différentes infections qui sont associées pour pouvoir isoler un certain nombre de gènes. On en a isolé, je pense, 16, qui permettent, lorsqu'on regarde comment ils sont exprimés dans la cellule, ça montre la signature distincte entre l'infection virale versus si c'était un cas réel de méningite, je dis de méningite, d'épilepsie et autres. Donc, ces marqueurs-là sont en train d'être publiés et potentiellement, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est qu'ils vont développer des façons de pouvoir avoir des tests en laboratoire pour tester. Ça, c'est un exemple d'activité qu'on fait au cerveau. Nous, en tant qu'informaticiens, notre rôle, c'est de faire les analyses. Donc, ces analyses-là incluent de faire des analyses de similarité, donc de comparer des séquences entre différents génomes. Et également, par exemple, lorsqu'on identifie un certain nombre de candidats gènes, de pouvoir prédire parmi ces candidats gènes-là quels sont ceux qui sont réellement associés à l'infection versus ceux qui ne le sont pas. Donc, on a une équipe ici avec plusieurs activités. Je vais seulement revenir sur comment on travaille. C'est que euh, quatre, quatre aspects. Le premier, c'est que on essaye, donc, comme je vous l'ai dit, de décoder ces génomes-là. C'est pas facile parce que, comme on a dit, 3,2 milliards de nucléotides pour un génome. Si vous en avez 100, c'est compliqué. On travaille sur des projets, par exemple, c'est un projet de cancer du sein sur 15 000 patients. Et donc, si on a une cohorte de 15 000 patients, comment analyser les données de ces 15 000 patients-là? Il y a un enjeu technique très important, mais il y a aussi un enjeu algorithmique. Comment séquencer les opérations pour réduire la dimension du problème en réduisant les données et en allant vers, au fait, une résolution de problème simple à un certain niveau. Donc, du coup, plusieurs stratégies sont utilisées. Donc, on utilise beaucoup de stratégies de fouille, donc de fouille des génomes, par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans le domaine de la bioinfo, il y a
beaucoup d'organisations des connaissances qui ont été trouvées sur les génomes, qui sont présentes dans les banques de données, que ce soit des banques de données publiques ou des banques de données privées. Les banques de données publiques, elles sont accessibles. Un des exemples, c'est celle du NCBI, par exemple. Vous avez des milliards de séquences qui sont disponibles dans cette banque de données-là. Mais on indexe ces séquences, on organise au fait les annotations qui sont issues de ces génomes pour pouvoir facilement les utiliser plus tard. Généralement, on rédige aussi des processus parce que, comme j'ai dit, il faut partir de, de données vastes pour réduire les dimensions de nos problèmes, pour arriver à le simplifier. Mais donc, ça prend plusieurs étapes dans ce processus-là. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut s'assurer que ces processus soient reproductibles et qu'ils soient consistants dans le temps. Donc, on construit des workflows et ces workflows-là suivent certains standards pour qu'ils soient réutilisables dans la communauté. Il y a des packages, il y a des projets dédiés seulement pour rendre accessible au fait ces workflows-là pour qu'ils soient utilisés par la communauté. Un exemple, c'est que si vous prenez le UK Biobank, en Angleterre, ils ont décidé d'avoir un projet où ils séquencent tout le monde. Au départ, ils ont commencé, ils ont dit, bon, ils vont séquencer 500 000 individus. Ils séquencent 500 000, ils trouvent les annotations, ils trouvent les variants qui existent entre ces individus-là, ils les organisent. Ils ont leur propre protocole. Si vous prenez leur propre protocole, si vous prenez ce protocole-là, c'est lui qui est appliqué au UK Biobank. Au NIH aux États-Unis, ils ont un protocole similaire. Vous utilisez le protocole des États-Unis appliqué sur les données du UK Biobank, vous n'allez pas trouver les mêmes résultats. Euh, il y a des enjeux de reproductibilité énormes à ce niveau qui amènent la naissance au fait de plusieurs projets majeurs. Donc, un des projets, c'est qu'il y a une alliance mondiale au fait, qui s'appelle GA4GH, et Genomic Alliances for Health. Et cette alliance essaie de définir au fait quelles sont les règles de standardisation de ces outils et donc comment on les construit pour s'assurer de la reproducibilité, comment on les indexe pour que ça soit facilement accessible dans les différentes communautés. Donc, ils essaient d'adresser d'autres questions comme la vie privée et la cybersécurité qui sont associées. Donc, après, le dernier élément, c'est vraiment beaucoup de données, beaucoup de résultats, comment réussir à organiser ces différentes données et résultats pour qu'elles soient interprétables. Donc, si on prend un exemple, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la santé de précision. On dit qu'il s'en vient à vive allure. Ça n'arrivera pas. C'est que si on prend un individu ici, et souvent, cet individu, par exemple, on dit, OK, on a séquencé son génome. Et ce qu'on nous fait rêver, c'est qu'à partir du génome de cet individu-là, on peut savoir tous ses risques médicaux, ses antécédents et tout. Mais on se rend rapidement compte qu'on n'a pas seulement besoin du génome. Le génome, il est là, il est plus loin. C'est cet individu, lorsqu'on prend son génome, le génome, c'est les séquences de base. Si on prend son génome, on a besoin de savoir comment les 21 000 gènes qui existent dans son génome sont exprimés. Donc, comment ils produisent de l'ARN. On a besoin de savoir quelles sont les protéines qui sont obtenues. Si il y a des protéines qui sont produites de ces gènes-là, on a besoin de savoir dans quelle voie métabolique ces protéines-là ils interviennent. Donc, quel processus biologique, quelle signature. Donc,
Cette information, on doit l'avoir. On sait qu'il y a de l'interaction avec le microbiote qui existe dans l'individu. Donc, il faudrait pouvoir quantifier quels sont les microbes qui sont présents chez cet individu-là pour pouvoir le modéliser et déterminer comment il interagit avec le métabolome, et ainsi de suite. Puis, récemment, plus les technologies avancent, plus on se rend compte, mais écoute, on sait que la manière dont on est exposé à notre environnement influence l'expression phénotypique, donc ce qu'on observe. Et cela, en réalité, il est encodé aussi dans l'ADN. Il est encodé comment? Il est encodé dans des structures qu'on appelle l'épigénome. Donc, du coup, il faut savoir l'épigénome. Et on se rend compte que l'épigénome aussi, il est hérité. Donc, de génération en génération, il peut être partagé. Donc, ça veut dire que lorsque je suis exposé à un environnement à un instant T, cela peut affecter mon épigénome qui peut être transféré à un moment précis au cours euh, de la descendance. Donc, toute cette information qui est associée à un seul patient dans un futur a besoin d'être organisée, alignée pour permettre à quelqu'un de décider au fait, est-ce qu'un médicament qu'il prend a un effet long terme ou pas un effet long terme. Parce que c'est ça que les gens qui sont en santé de précision innovante vendent que on aura la bonne molécule pour la bonne personne à l'instant T. Donc, ça veut dire que ce travail doit être fait au niveau informatique euh, pour pouvoir arriver à cela. Là, si on a des questions. Donc, de façon plus concrète, j'ai pris quelques exemples de projets aussi détaillés qu'on fait dans le labo. Ça, c'est des projets qu'on roule actuellement, qui sont financés. Donc, on développe beaucoup d'outils informatiques. Donc, par exemple, des gestionnaires de workflow. Ça, c'est des algos d'apprentissage machine pour prédire, au fait, des virus, s'ils sont pathogènes, pas pathogènes, est-ce que ces virus appartiennent à des familles de virus connus ou pas. Donc, ça, c'est un outil qui est fait par un ancien étudiant à nous, qui permet d'utiliser, au fait, le traitement automatique de la langue pour construire automatiquement les flux, les workflows. Donc, à partir des corpus en bioinformatique qui existent, on construit automatiquement les workflows qu'on utilise pour pouvoir faire des analyses. On a des outils qui prédisent, lorsqu'on prend par exemple une librairie de séquences exprimées. Donc, cette librairie-là, par exemple, peut contenir 19 ou 20 millions de petites séquences. Parmi ces 20 millions-là, qui prédit les 100, 200, 300 séquences qui correspondraient à des séquences de petits ARN, micro-ARN ou SARNA, qui ont un impact sur la régulation de l'expression des gènes. On a un outil qui identifie les métabolites secondaires, donc qui sont importants dans les voies de signalisation. Donc, et plusieurs autres outils qu'on développe dans le labo. On a des projets santé qui sont financés. Et l'un des projets qu'on a actuellement, c'est un projet de surveillance des effets mutationnels du HIV, du VIH, VIH-Sida, de l'hépatite C et puis du cytomégalovirus pour accompagner au fait les chercheurs à Sainte-Justine qui travaillent sur l'identification du vaccin à pouvoir mieux maîtriser au fait les signatures évolutives qui sont associées à cela. On a un projet qui est récent qui traite d'insémination artificielle.
Donc, au lieu d'intelligence artificielle, l'insémination artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaye de prédire à partir de, de données. Ils sont on a des données de time-lapse. Ce sont des données qui sont prises sur les croissances des ovocytes, euh, des, euh, des ovocytes. Et en même temps, on a les marqueurs géniques qui proviennent des mêmes patients. Et ce que les médecins veulent savoir, c'est est-ce que une insémination artificielle de ces opposites-là pourrait conduire à une grossesse ou pas. Parce que généralement, 30-40% des inséminations artificielles sont des échecs. Donc, est-ce qu'on est capable de prédire à cela en regardant les signatures génétiques et les, la maturation des ovocytes qui sont prélevés? Donc, nous avons plusieurs projets qui sont en agriculture. L'un des premiers, c'est que dans le labo, je parlais tout à l'heure des petits ARN, on a identifié en utilisant des algorithmes d'apprentissage 165 nouveaux régulateurs dans le blé, le génome du blé. Et ces régulateurs-là sont associés à des au froid, à la présence, par exemple, de certains types de substances dans le sol et sont aussi associés à la présence de certains types de bactéries dans ces niches-là. Donc, ces séquences, on les appelle des micro-ARN. On les a publiés, ils sont disponibles pour être utilisés par la communauté. On a un projet qui achève où on essaye de donner un score sur la santé du sol. C'est un projet qui est l'idée par l'Institut de recherche et développement en agriculture qui s'appelle l'IRDA. Et le but de ce projet-là, c'est généralement les experts de l'IRDA lorsqu'ils vont sur le terrain. Je ne sais pas combien vous m'aviez donné de temps. On a le cas jusqu'à 14 heures. OK, c'est bon. Je vais revenir dessus, c'est que je pense que je vais les passer comme ça va être plus simple. Donc, le premier projet, un premier projet qu'on travaille, on utilise en fait à l'IA pour faire du monitoring au niveau du CMV. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait au niveau du HIV par le passé. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est de pouvoir identifier en fait des signatures particulières entre des mutations pendant les cycles de grossesse de patientes qui sont atteints du HIV pour identifier au fait des potentiels cibles. Donc, du coup, dans le labo, on a identifié certaines de ces cibles-là qui correspondent à des mutations précises au niveau des structures protéiques en utilisant un prédicteur qu'on a construit dans le labo. Donc, on s'intéresse à ça aussi pour le CMV. Je prononce beaucoup. Le CMV, il est intéressant. Dans mon équipe, on travaille sur les pathogènes, plusieurs types de pathogènes. On a produit des articles sur le SARS-CoV-2, un qui vient de sortir il y a deux semaines. On identifie au fait de nouvelles signatures qui sont associées aux différentes variantes de SARS-CoV. On travaille sur le HIV, donc le virus du VIH. On travaille sur le CMV. C'est quoi? Je vais cytomégalovirus. On travaille sur les hépatites C et Neisseria et plusieurs autres. Et on travaille aussi sur certaines formes de bactéries. Donc, par exemple, des bactéries qui ont des incidences alimentaires, comme E. coli, Staphylococcus et tout ça. Okay. Donc,
Le CMV a une particularité, c'est un projet qui est un projet difficile. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le HIV ou dans les autres, les virus sont petits, on essaie simplement de prédire les effets mutationnels et puis de les caractériser. Tandis que le CMV, c'est un gros virus qui est très long. Et le problème, c'est que 50% de nous l'ont. Donc, c'est un virus qui est endémique au niveau de la population, quasiment une personne sur deux, dépendamment des régions du monde. Non. Le problème n'est pas le fait de l'avoir. Le problème, c'est que si euh, on l'a et qu'on a, par exemple, une greffe, à cause de la présence de ce virus-là, à cause de la greffe, le virus, il peut s'activer et conduire à un rejet de greffe. Si on l'a déjà, par exemple, on est infecté au CMV et qu'on reçoit une nouvelle infection, donc on a une réinfection au CMV, donc d'une autre souche, ça amène une complication sur le patient. Donc, les équipes, euh, c'est un projet avec Sainte-Justine. En fait, les équipes, ce qu'ils cherchent, c'est de dire, est-ce que lorsqu'on regarde les milliards de séquences exprimées du virus, est-ce qu'on est capable de prédire qu'il y a une réinfection qui est en train d'arriver? Donc, si on est capable, ça veut dire qu'en laboratoire, lorsqu'on fait une prise de sang, on peut rapidement détecter c'est un problème de réinfection au CMV, donc on peut agir. Et ça, c'est la première question que nous essayons d'adresser en tant qu'informaticiens. Donc, on fait des modèles euh, pour pouvoir identifier parmi ces milliards de petites séquences-là, quelles sont les séquences qui traduiraient, en fait, les signes de présence de CMV, de réinfection au CMV. Mais le deuxième, c'est que si on veut faire un vaccin, si on veut faire un vaccin contre le CMV, il faudrait savoir, au fait, quelles sont les parties du génome que devrait cibler ce vaccin-là. Et comme c'est un très gros génome, c'est très compliqué d'identifier ces parties. Donc, mon équipe a travaillé avec les gens de Sainte-Justine pour construire, au fait, une technique entre le laboratoire et des algorithmes, des classifieurs que nous avons conçus pour pouvoir identifier ce qu'on appelle, on l'appelait un CMV scan, c'est un device qui est actuellement euh, dans la ligne pour être breveté. Puis, Moderna, en fait, l'utilise pour pouvoir concevoir un vaccin contre le CMV basé, en fait, sur ce device. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le virus, il est très long. Il y a plein de gènes, des gènes qui sont à licence et autres. Et ce qu'on veut, c'est que nous, on simplifie le virus pour pouvoir arriver simplement à des régions particulières qui sont des motifs particuliers intéressants pour la réflexion. Donc, rapidement, un autre projet sur lequel on travaille, on utilise au fait les exemples, c'est qu'on finalise une application mobile avec les gens de l'IRDA pour la santé du sol. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, cette application-là, c'est qu'elle utilise euh, des modes de terre pour pouvoir classifier, au fait, les caractéristiques euh, de cette mode de terre-là. Parce que les conseillers de l'IRDA, ils vont dans les fermes agricoles pour donner du conseil. Et donc, le premier conseil, c'est qu'il faut, lorsque quelqu'un doit planter, c'est de savoir si son sol est en santé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont définir un sol est en santé en fonction des caractéristiques physico-chimiques et de la texture. Bon, mais la texture, on est capable de la capturer. Les caractéristiques physico-chimiques, ils sont coûtent cher, il faut les amener en laboratoire. Donc, si on fait un proxy de la santé du sol avec la texture, à ce moment-là, ils peuvent décider ou pas d'amener en laboratoire pour faire les caractéristiques physico-chimiques. Donc, on a
un prédicteur qui est avec eux actuellement, qui va être déployé, qui permet au fait de donner un score de 1 à 5 de cette santé approximative du sol. Et actuellement très apprécié par ces collègues-là. Donc, on a un autre projet où on travaille avec Agriculture Canada à l'inverse, c'est-à-dire que on utilise les données d'imagerie satellitaire pour construire ce qu'on appelle des cartes de profitabilité du sol. C'est un projet qui est l'idée par Amanda, qui est étudiante au doctorat dans mon laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour chaque lopin de terre, on veut savoir à peu près c'est quoi sa structure de profitabilité dans le temps. Pourquoi? Parce que cela va dépendre comment le gestionnaire va aménager la rotation de culture ou décider de mettre plus d'engrais, moins d'engrais. Cette information-là, liée avec la santé du sol, amène aussi d'autres informations pour un fermier pour mieux gérer au fait ses caractéristiques. Donc, ce qu'on fait, c'est que on utilise les données d'imagerie satellitaire pour pouvoir prédire au fait la densité qui est associée sur la terre. On prédit aussi quelle est la culture. Donc, à partir des images, on prédit au fait quelle culture est cultivée telle année. Et à partir de ces informations-là, on est capable Amanda va être capable, elle est en train de faire, de pouvoir au fait construire au fait une carte de profitabilité qui traduirait au fait le score économique qui est associé à chacun de ces lots. Donc, on a un projet aussi avec Mounir ici qui est présent où on essaye d'optimiser la, les, les décisions qui sont prises dans l'industrie laitière en amenant au fait des outils qui permettent de prédire est-ce que on peut inséminer ou pas un animal parce que on espère que lorsqu'on l'insémine, on aura de la rentabilité dans 18 mois. Donc, on peut anticiper cette décision-là. Donc, on a des personnes plusieurs collègues qui travaillent sur plusieurs pans de ce projet-là. C'est des données qui sont complexes parce que c'est des données qui concernent au fait les animaux, l'environnement dans les fermes et toutes les données qui sont associées à des productions animales sur 25 ans. Donc, au total, c'est 1,4 million de vaches, 6 670 pour 25 ans de données. Donc, Raïd qui est là, je pense, pourrait en parler en long, en large. Des types d'analyses qu'il fait dessus. C'est de... Pardon. Donc, une autre chose qu'on fait, c'est que on détecte des signes d'anomalie aussi dans les fermes. Par exemple, on a conçu un outil, un algo pour le moment, qui n'est pas un outil, mais qui permet de déterminer au fait, à partir de la démarche d'une vache, est-ce qu'elle est atteinte de boiterie? Parce que la boiterie est le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas de l'animal. Donc, on a écrit un outil, un algorithme qui permet de faire ça. Donc, il prend en fait les vidéos de démarche des vaches et qui prédit un score de 1 à 5 aussi, qui est associé à ce qu'on appelle le score de Gay pour la démarche. En lien avec l'industrie laitière, on a tout un projet aussi qui concerne pas seulement la longévité des vaches, mais aussi le volet bien-être. Et
Là, ce qu'on essaye de faire, c'est que on essaie de construire ce qu'on appelle un laboratoire vivant, qui est numérique, en prenant toutes les conditions expérimentales de la ferme pour maximiser au fait les décisions qui peuvent être prises. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une ferme expérimentale à McGill. Où, on- c'est un projet conjoint UQAM-McGill où on a une série de caméras qui capturent au fait l'environnement de la ferme de McGill à temps réel. Et dans cet environnement-là, il y a une 80aine de vaches qui sont présentes. Et ce qu'on fait, c'est que à partir de ces données de, de vaches-là, on, on va faire de la recherche pour étudier plusieurs propriétés. Donc, on étudie, on fait des tests d'émotion, on fait des analyses de profil de personnalité au niveau des animaux et on regarde en fait l'environnement social pour pouvoir amener de nouvelles recommandations dans l'industrie. Donc, nos étudiants et employés ici, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils développent, il y a des techniciens qui développent des outils pour pleurer, à synchroniser et puis annoter des vidéos pour pouvoir identifier au fait les vaches dans leur environnement. Euh, et à partir de cet environnement-là, pouvoir identifier au fait des comportements. Donc, on essaie de identifier, par exemple, des comportements comme la position le mouvement des oreilles, la position du corps, et puis l'activité de marche, pas de marche, pendant un certain temps, parce que tous ces éléments-là, lorsque les spécialistes en sciences animales, ils étudient le comportement animal, ce sont des observations qu'ils font. Donc, l'exemple typique, c'est que actuellement, lorsqu'ils doivent analyser un comportement dans ces milieux de ferme, ils sont obligés, pendant, par exemple, 6 mois, de regarder les animaux pendant, par exemple, toute une journée et de prendre des notes. Donc, il y a 5, 10 étudiants qui passent les journées à regarder des vidéos et à prendre des notes. Et ce processus, il est pénible et il requiert beaucoup de personnes. Et aussi, on pense qu'en automatisant un peu ce processus-là, on permettrait d'aller chercher au fait de nouvelles caractéristiques utiles pour... Il peut être Hein? automatisé. Il peut être automatisé. Il peut être une part. C'est ça. On peut en parler plus tard. Et après, on va plus loin. Ça, c'est l'enjeu. Oui. Et pour les vidéos, est-ce que ce sont des vidéos capturées en temps réel et le traitement se fait directement ou bien ce sont des vidéos qu'on enregistre en instant et par la suite on fait le traitement? OK. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est que on met une ferme expérimentale, c'est celle de Méquil. On capture à temps réel pour le moment, pour pouvoir entraîner des modèles, pour pouvoir reconnaître les différents trucs. Mais ce que tu aimerais, c'est qu'à long terme, c'est que ce processus-là se fasse automatiquement et que se fasse de façon, disons, à temps réel. Pourquoi? Parce que ce qu'on croit, c'est que dans les fermes expérimentales, on peut se permettre de faire beaucoup d'expériences pour aller identifier quels sont les marqueurs clés à surveiller dans le temps. Pourquoi? Parce que il y a des recommandations qui sont mises en place pour l'industrie pour respecter les normes de bien-être. Mais ces recommandations-là, il faut pouvoir les monitorer, il faut pouvoir les certifier à un moment donné. Donc, il faut des outils qui permettent de traquer. Mais ces outils-là n'existent pas. Maintenant, lorsque tu veux traquer, il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu traques. Donc, pour le moment, on collecte beaucoup, mais on pense qu'à la fin, on va se retrouver avec 2, 3 marqueurs clés qui peuvent être analysés au fait à temps réel au fur et à mesure. Donc, ça me peut l'histoire de détecter les manquements à la loi BESA, là, sur le bien-être animal, c'est même d'automatiser les manquements, par exemple, à ces lois-là. Non, les gens en bien-être animal, ils vont te dire l'inverse. Ils vont te dire que ce qu'ils cherchent, eux, c'est à travers ces recherches-là,
c'est d'identifier quel est le bien-être positif. Donc, de dire quels sont les meilleurs états dans lesquels on doit amener les animaux et de pousser que ça aille, au lieu de détecter seulement des signaux. C'est ça. Et donc, ça devient des recommandations, ça devient des pratiques. Les gens vont vers cette direction-là et ils ont des outils pour les accompagner. C'est bon? Donc, par exemple, l'un des... Mounir, ça, c'est le problème qui t'est réservé avec Thomas, et il t'en parlera bientôt. C'est que l'un des trucs sur lesquels on travaille, c'est que il faut prédire l'état émotionnel de l'animal. Donc, il faut prédire l'état émotionnel, mais pour prédire l'état émotionnel, les gens en sciences animales, ce qu'ils font, c'est qu'ils observent, ils ont certaines caractéristiques qu'ils prennent. Donc, comme la position de l'oreille, le nombre de mouvements de queue, et ainsi de suite. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on est capable d'automatiser ce processus de détection de l'état émotionnel? Parce que c'est ça qui va permettre après de faire les tests de personnalité. Et, et il y a beaucoup d'incidences qui sont associées aussi à la gestion de l'énergie de la vache parce qu'elle fait les mouvements pour maximiser son énergie. Il faut tenir en compte dans ce processus-là. Donc, je vous épargne cette info. C'est au moins une quinzaine de différentes combinaisons de outils et de méthodes qui sont en train d'être développées par des étudiants en recherche ici pour pouvoir amener au fait euh, de meilleures connaissances et de meilleures pratiques dans l'industrie. Donc, je termine par montrer au fait que ces données-là aussi, vu qu'elles sont massives, on a des étudiants qui travaillent pour mettre en place une plateforme de gestion, de visualisation, d'analyse descriptive de ces données-là. Et ils sont en train de travailler sur une plateforme d'annotation hein, pour pouvoir faciliter au fait les processus d'appel. Je pense que je vais arrêter. S'il y a des questions, je vais répondre. Oui, la pizzeria, c'est où? Et je vais cacher cette photo parce que tu ne sais pas là. Et ça tombe bien, regarde. Ah ouais? Et la pizzeria, elle est là. Donc, du coup, en fait, l'une des conclusions, c'est qu'on peut faire de la recherche qui est très, très intéressante, mais qui peut avoir une incidence directe sur différents domaines d'application. Et de façon concrète, contribuer à avancer les travaux d'autres collègues dans d'autres domaines, mais aussi à donner des impacts. Un peu gêné pour poser des questions directes. Soit vous savez la pizza et avoir une discussion plus ouverte et relâchée, si vous voulez. Je me demandais à quel point les développements pour les algorithmes et tout étaient partagés. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou c'est vraiment juste partagé entre les scientifiques et les personnes en informatique? Bon, généralement, dans la communauté scientifique, les gens essaient de partager le maximum des algorithmes. Donc, généralement, en bioinfo, toutes les publications, lorsqu'il y a du code, on demande à ce que le code soit en partie déposé dans un GitHub et puis qu'il soit partagé. Mais il y a un petit bémol à un certain niveau, c'est que parfois, les méthodes, oui, elles peuvent l'être, mais ces méthodes-là ont besoin de certaines données, par exemple. Et ces données peuvent être sensibles à certains égards. Et donc, il y a une partie des données qui peuvent être publiques. On peut utiliser dans des études de benchmark et puis faire d'autres analyses. Mais je dirais que une grande proportion des données sont dans un environnement fermé.
C'est l'exemple, par exemple, on a le projet d'insémination artificielle sur lequel on travaille est intéressant, il pourrait être intéressant, par exemple, pour plusieurs personnes, mais c'est des données de patients. Donc, c'est des données de patients, on ne peut pas les partager, on ne peut pas les rendre accessibles. Surtout qu'il y a un autre enjeu. Quelqu'un va me dire, ouais, mais vous les anonymisez, vous ne les partagez. Mais le génome, il ne peut pas être anonymisé. Est-ce que c'est peut-être un peu candide comme question, mais est-ce qu'il y a vraiment des enjeux éthiques et de sécurité avec le génome? Parce que, je sais pas, je suis naïf, mais j'imagine que personne ne peut me faire du mal en ayant mon génome. Il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux éthiques, il y a plusieurs groupes qui travaillent sur ces enjeux éthiques-là. Euh, c'est pas pour vous effrayer, mais je, je pense que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent 23andMe. 23andMe, je pense que tu as un 23andMe. Bon, je t'explique ce qui s'est passé chez 23andMe il y a 2 semaines ou un mois. Euh, il y a une intrusion où ils ont volé. Oui, ils nous ont envoyé un email à ce sujet. Ok, tu l'as reçu. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au fait que ils ont volé au fait les profils génétiques de plusieurs millions de personnes et ils ont matché avec leurs photos. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Oui. Donc, ils ont commencé à générer, au fait, donc d'utiliser au fait des signatures génomiques pour pouvoir générer au fait de nouvelles photos qui sont pas de vraies personnes, mais suffisamment proches pour pouvoir tromper au fait. C'est comme du deepfake enrichi de données. Enrichi de données génomiques. Donc, c'est un enjeu éthique important. Et avant ça, bon, il y a eu des dérives. Par exemple, il y a un pub irlandais dans la région de Boston, mais ça c'est vieux, je pense que c'est 2010-2011 là, lorsque ça commençait, qui voulait au fait dire que c'est entrer des soirées réservées irlandais. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils ont mis, allez donner ton code 23andMe pour pouvoir détecter si tu as une origine irlandaise ou que tu puisses accéder au pub. Ça, c'est de la validation génomique. Wow. Bien. On va appliquer ça pour montrer que M. Netanyahu est un crétin. Ah oui, ça. Je voulais vous poser une question pour les étudiants de Pincy qui vont écouter l'enregistrement. C'est est-ce que vous êtes à la recherche d'étudiants de premier cycle comme Code Minute, des thèses d'honneur ou... Oui, généralement, les profs vont vous dire qu'ils sont toujours à la recherche d'étudiants. Surtout, c'est intéressant d'avoir des étudiants de premier cycle pour venir faire des stages avec nous, des projets concrets. Euh, et surtout, des étudiants qui peuvent être motivés de continuer en maîtrise, ça aussi, ça peut être. Merci beaucoup. Puis si personne n'a d'autres questions, ben, servez-vous la pizza puis vous êtes libre de venir avec nous.